pretty sure I want to start a family in the next 5 years. Just, yeah, make more friends and close people I love. Yeah, I want to focus on being more connected to people. Je m'appelle Raban Desbois, je suis hacker et écrivain, et aujourd'hui, je vais vous raconter les histoires les plus fascinantes des plus grands cybercriminels de notre époque. Argent, darknet et drogue font généralement un très mauvais cocktail. S'il y a bien quelqu'un qui est au courant de cela, c'est Ross Ulbricht, sans doute le cybercriminel le plus connu d'entre tous. Il parvient à créer la plus grande plateforme de vente de drogue en ligne sur le darknet, une utopie numérique qu'il appelle Silk Road, en référence à la route de la soie qui connectait à l'époque le commerce entre la Chine et l'Europe. Sur Silk Road, avec plus d'1 milliard de dollars de ventes générées, Ross avait instauré une espèce de TVA 2.0, une commission de 10% qu'il prenait sur chaque achat et sur chaque vente. Cette taxe numérique lui aura permis d'engranger la somme de 173 991 bitcoins, qui serait l'équivalent à peu près aujourd'hui à 4 milliards et 500 millions de dollars. Là, clairement, Silk Road, c'était toute la planète. Et ça s'est très vite répandu comme de la poudre. C'est l'une des plus grosses affaires en volume financier, finalement, du Deep Web. C'est quelque chose qui a marqué l'histoire de l'Internet, complètement. Le début de l'histoire de Ross n'a absolument rien de cinématographique. Une enfance classique, heureuse mais banale dans le Texas. Brillant et studieux, il parvient même à décrocher le score de 1460 sur 1600 au SAT, ce qui est donc en gros l'équivalent du bac aux États-Unis. Pour vous donner une ordre d'idée, seuls 4% des autres étudiants parviennent à accéder à un score égal ou supérieur au sien. Le cerveau est bien garni. Naturellement, il reçoit une bourse de l'Université de Texas à Dallas pour entamer son bachelor en physique, qu'il obtiendra en 2006. Il enchaîne avec Penn State, université qui, elle aussi, décide de lui filer une bourse, pour qu'il puisse mener à bien son master en ingénierie des sciences des matériaux. Et c'est d'ailleurs là-bas, à la fac, qu'il va plonger dans l'idéologie libertarienne. Une philosophie politique qui prône l'individualisme, le droit au choix, et concrètement, minimiser au maximum les interactions du gouvernement dans la vie de ses concitoyens. Sur son compte LinkedIn, il expliquait déjà de manière très normale sur sa description LinkedIn qu'en fait il était un peu libertarien, qu'il aimait pas du tout la force, il aimait pas tout ce genre de choses et en fait qu'il bossait sur un projet un peu secret et oui complètement Ross s'inscrit dans ce genre de vision qui est très utopique de pas mal de personnes de la communauté hacker et tout ça dans le monde. Après une thèse brillante, il arrête la fac. Ross en a marre de l'école, marre des leçons, il a envie d'agir. Et pour gagner sa vie, Ross veut faire des choses qui soient en accord avec ses principes. Alors dans le cas de Ross Ulbricht, c'est quelqu'un qui a fondé qui a manœuvré toute cette opération sur des principes libertariens, sur des grands principes. Et donc ça arrive souvent de croiser des cybercriminels dont la motivation n'est pas forcément le gain, le motif pécuniaire, mais qui ont plus des idées militantes ou idéologiques et qui n'ont pas forcément l'impression, en tout cas au début, de faire quelque chose qui contrevient à la loi, mais plutôt de revendiquer une idée. Il découvre en 2011 le Bitcoin. Seulement une poignée de personnes savent ce que c'est. À ce moment-là, il comprend qu'avec le Bitcoin, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de gouvernement. On est en accord parfait avec ses convictions. Et pour lui, c'est une épiphanie. On veut un système totalement libre, totalement décentralisé et inarrêtable. Idéalement, on se tourne vers une crypto-monnaie libre, décentralisée et inarrêtable. D'ailleurs, Bitcoin a pendant très longtemps été appelé la monnaie du Deep Web. Si quelqu'un avait décidé de faire le plus grand site internet d'achat et de fleurs au monde et de les vendre grâce à du Bitcoin, peut-être que Bitcoin serait la monnaie fleurie d'Internet. Le Bitcoin représente la clé de voûte pour Ross Ulbricht. En janvier 2011, Ross Ulbricht lance Silk Road. Il prend le pseudo de Dread Pirate Roberts. Il ne le sait pas encore, mais son marché finira par marquer l'histoire à tout jamais. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ma cybersynagogue pour vous raconter les histoires les plus fascinantes sur les plus grands cybercriminels et hackers de notre temps. J'ai l'honneur, en tant que youtubeur, de pouvoir prononcer cette phrase mythique. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et tout le long de cet épisode,
Vous verrez, nous allons parler de Dark Web, aussi appelé Darknet parfois, là où bien souvent se trouvent des leaks de bases de données. Et c'est là où NordVPN est extrêmement efficace. En plus d'être le VPN le plus rapide du marché et le plus facile d'utilisation, NordVPN effectue une veille du Dark Web en temps réel. Ce qui veut dire qu'en cas de fuite de données dans laquelle se trouverait votre adresse email, vous en seriez informé immédiatement. La synagogue utilise NordVPN quotidiennement. D'une part, pour anonymiser un peu plus mes activités, mais également parce que NordVPN permet de chiffrer l'entièreté de mon activité en ligne en passant par leur serveur, ce qui permet de contourner les limites de la bande passante imposée par nos FAI, fournisseurs d'accès à Internet, en fonction de nos activités. J'utilise aussi NordVPN pour contourner les géorestrictions imposées par les pays lorsque la synagogue voyage, en changeant mon emplacement virtuel pour faire croire à ma connexion que je me trouve à un endroit auquel je ne suis pas. Utilisable jusqu'à 6 appareils pour un seul abonnement, NordVPN est la recommandation du rabbin. La meilleure offre pour tout abonnement NordVPN se trouve uniquement dans le lien en description. Vous êtes également satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours avec votre achat, donc aucun risque. Un grand merci à NordVPN d'avoir soutenu la synagogue et ce projet. Le projet de Ross est galactique. Il veut faire un site sur lequel on peut acheter absolument tout. Drogue, armes, médicaments. Silk Road repose sur une proposition super simple, permettre à quiconque d'acheter tout ce qu'il désire en garantissant votre anonymat. Pourquoi c'est très connu? Parce qu'en fait, justement, c'était assez facile d'accéder à plein de drogues, par exemple, sur Internet, et de les acheter et de les recevoir directement par la poste. Toutefois, il y a quand même quelques règles sur ce site, qui sont assez respectables quand même. Pas de pédopornographie, pas de faux billets, pas de contrefaçon. Il voit la chose de la manière suivante. Si vous voulez vous droguer et vous faire du mal, vous en avez le choix. Et d'ailleurs, je pense que les utilisateurs de Silk Road l'ont bien compris, puisque 90% du site, en réalité, n'était que de la drogue. Il a démocratisé la chose. Il a fait rentrer ce commerce illicite autre part que celui qu'on pouvait rencontrer dans la rue. Quelque part, dans un monde numérique qui, en plus, faisait fantasmer énormément de gens. Oh là là, on est dans le dark web, on est dans le darknet, il faut passer par des outils particuliers. Afin de garantir l'anonymat à la fois aux acheteurs et aux vendeurs, et sans doute aussi un petit peu pour lui-même, Ross décide de baser son site Silk Road sur le darknet. Il y a beaucoup de fantasmes autour du darknet. En réalité, c'est important de mentionner que le darknet est également utilisé par des journalistes, des activistes et des personnes qui ne font rien d'illégal. Très utile pour les activistes, pour des journalistes en zone de guerre, dans des pays totalitaires, d'aider et d'améliorer la sécurité, les données personnelles en fait, des visiteurs sur Internet. Aller sur le darknet en soi n'est pas illégal. Ce qu'on y fait peut être illégal et souvent illégal plus que dans l'internet visible, parce que justement il y a ce côté invisible, difficile d'être tracé, qui va alimenter des réseaux et qui va attirer des gens qui veulent un peu plus se cacher que sur l'internet visible. Pour bien comprendre comment est-ce que Ross pouvait garantir l'anonymat de ses clients sur le darknet, il faut qu'on s'intéresse un tout petit peu à Tor. Tor, ça veut dire The Onion Router, et c'est un logiciel qui a été développé par l'armée américaine en 2002. Lorsque vous utilisez Tor, votre connexion va rebondir, par exemple, par l'Australie, la Bulgarie, l'Estonie, concrètement, un petit peu partout sur la planète. Je suis sur Tor, voilà, on ne sait pas qui je suis, on ne sait pas où je suis hébergé, on ne sait pas comment me joindre. Ça permet de garantir une espèce de couche d'anonymat supplémentaire. Ça rend plus difficile à traquer l'origine de l'adresse IP de la personne derrière l'écran. Et donc tu peux avoir des services un peu plus illégaux qui vont être dessus parce qu'en fait ça va permettre aux personnes de ne pas afficher leur adresse IP. Pour trouver Silk Road, obligé d'avoir l'adresse du site. Il n'y a pas de moteur de recherche, pas de Google. Si tu veux accéder à un site, il faut que tu connaisses l'adresse du site. The Silk Road, en fait, les personnes se partagent le lien emploi-Onion, donc le lien pour accéder sur Tor, directement sur 4chan, sur Reddit, sur différents blogs, etc. Ou alors, vous avez pu avoir la chance de visionner la vidéo que Ross avait fait, une espèce de pub qu'il avait diffusée sur le Darknet et sur Internet, invitant les gens à s'inscrire sur Silk Road. Quand les personnes passent sur Silk Road et qui commandent par exemple des drogues comme de la cocaïne, ce genre de choses, en fait ils reçoivent des colis et dans le colis tu vas avoir par exemple un livre Hello Kitty par exemple et en fait ta cocaïne va être cachée dans le livre Hello Kitty ou ce genre de choses pour pouvoir passer les mécanismes de sécurité etc. qui sont mis en place. Ross inclut même sur le site un système de notation
qui concrètement, à la manière d'Amazon, va permettre aux vendeurs et aux acheteurs de noter les transactions qu'ils ont effectuées. Et ce système de réputation a permis d'amener énormément d'acteurs importants du cybercrime sur cette plateforme. Ça rend le site extrêmement sérieux. Certains diront que Ross est l'un des premiers à avoir proposé un vrai marché libre. Le problème, c'est que qui dit marché libre dit que n'importe qui est libre d'y faire circuler ce qu'il veut. Bah c'est simple, on va prendre eBay, on va prendre Amazon, on va prendre la Fnac. C'est exactement le même marketing. J'ai du produit, j'ai des vendeurs, j'ai des étoiles qui vont justifier que mon vendeur est un bon fournisseur de produits, j'ai un service après-vente, j'ai des moyens de paiement, j'ai un moyen de laisser un avis. Et donc, que ce soit eBay, Amazon, la Fnac ou peu importe, c'est exactement pareil. Sauf que eux, les produits sont licites. C'est pas de la drogue, c'est pas des armes. Silk Road, c'est de la drogue et des armes. Mais ils ont exactement le même marketing. Cerise sur le gâteau, lorsqu'en juin 2011, vous avez le média Gawker qui publie un article sur Silk Road. L'article cartonne. Ça met un véritable gros coup de projecteur sur la plateforme. Cette publicité fait attirer énormément de gens. Donc de plus en plus d'acheteurs, de plus en plus de vendeurs. Et donc autant dire que quand on commence à voir certains vendeurs qui annonçaient vendre 2 à 3 kilos par semaine, autant dire que ça commence à changer de ton dans ceux qui vont enquêter sur le sujet. En conséquence de cela, il n'attire plus seulement les consommateurs de drogue. À peine 4 mois après le lancement du site, on a un sénateur américain qui s'appelle Charles Schumer, qui est un démocrate, qui se filme en train de naviguer sur Silk Road. Opioids, and here they are, suboxycodone and all of those, codeine, black tar heroin, you name it, they have it. They're all listed in the light of day. Unbelievable. Quoi ? Une cyberboutique où on a 300 000 acheteurs et vendeurs qui sont capables de se faire des dizaines de millions de dollars et on peut pas les contrôler et on sait pas comment ils fonctionnent, donc il faut les arrêter. C'est intéressant parce qu'en fait, tu vois un jeune qui est pas du tout qui s'intéresse juste à l'informatique et qui crée ce genre de choses et qui met en relation les plus grands trafiquants de drogue au monde. Il y a eu certes un peu de communication au début, mais en fait, c'est un effet boule de neige. Tout le monde en parlait en fait. La publication de cette vidéo du sénateur fait un turbo buzz. Conséquence immédiate, Silk Road est considéré comme une source de crime organisé. Et dans un second temps, on a une coalition de super flics qui est en train de se former et il y a une véritable chasse à l'homme qui démarre. L'enquête est tellement complexe et il y a tellement de différents crimes qui sont en train de passer au même temps que les services doivent travailler ensemble. Alors souvent, c'est la FBI en coordination avec d'autres services américains et d'autres services des autres pays pour pouvoir mener une enquête efficace. Ross Ulbricht devient en quelque temps l'un des acteurs les plus importants du monde du cybercrime. À chaque transaction, il est important de comprendre que le frère encaissait 10% de la somme. Cette taxe numérique 2.0, cette espèce de TVA improvisée, lui a permis d'encaisser la modique somme de 80 millions de dollars en seulement 2 ans. En 2012, Ross est à son prime. Il déménage à San Francisco. Changement complet de décor. Jeune multimillionnaire, pour lui, Silk Road, c'est pas juste un simple site internet. C'est son bébé, c'est son message, c'est l'expression de son idéologie et de ses valeurs. Je veux que tout soit libre, je veux pas qu'il y ait de surveillance, je veux que si vous souhaitez fumer de la drogue, servez-vous. Bref, il était dans cet état d'esprit de ce qu'on appelait la TAZ, Temporary Anonymous Zone, la zone anonyme de l'Internet où on pouvait faire tout et n'importe quoi. Souvent, dans le cas de quelqu'un comme Ross, ils peuvent inventer dans leur tête une autre raison. Ils disent, bon, on devrait avoir plus de liberté. Mais souvent, c'est vraiment l'argent, mais ça peut être l'avarice. Le truc, c'est que Silk Road finit par générer toutes les semaines des dizaines de millions et que tout seul pour Ross, ça devient un petit peu impossible à gérer. Donc, Ross va passer dans la partie recrutement. Déjà, pour tout ce qui est technique, il va recruter des développeurs pour améliorer la sécurité du site. Il va aussi recruter des modérateurs, dont un modérateur, c'est Chronic Pain, de son vrai nom Curtis Green, un Américain de 47 ans qui vit dans une région aride de l'Utah. Chronic Pain, c'est un administrateur extrêmement haut placé sur Silk Road. C'est lui qui gère les litiges entre les différents clients. Et étant donné qu'il y a énormément de transactions, c'est normal que parfois, pour une plateforme comme celle-ci, il y ait des petits problèmes à régler. Ross a son réseau, son argent et son équipe. Tout fonctionne à merveille. Mais la réalité de la chose, c'est qu'il y a d'ores et déjà plusieurs agents des forces de l'ordre qui sont infiltrés sur la plateforme Silk Road. L'importance d'infiltrer pour mener une bonne enquête est
très très grande parce que l'agent qui a infiltré peut retrouver des preuves, et ça c'est un témoin qui a beaucoup d'intégrité et qui les juges en croient beaucoup. Pendant plus d'un an donc, on va avoir cette coalition de super flics qui comprend quand même une espèce de dream team. Dedans, vous avez le FBI, la DEA qui est les stupes, l'IRS qui sont les impôts, Homeland Security, vous avez les Secret Service et vous avez même les services postaux américains. L'un des agents infiltrés n'est autre que Carl Force, un membre de la DEA, l'équivalent des stupes américains. Sur le site, son pseudo c'est Nob, et sa légende, c'est de se faire passer pour un membre de cartel de République dominicaine. Il vend de la coke, il tue des gens, en bref, il a un profil très appréciable. Pour infiltrer un réseau, il faut inventer toute une légende, une identité fausse, mais ça va être vérifiable. Et ça prend plusieurs mois pour inventer une légende, pour créer une légende, et après pour gagner la confiance des malfaiteurs, ça prend beaucoup de temps, mais c'est une enquête qui, normalement, si c'est bien mené, a des très bons résultats et des preuves qui sont très fortes, parce que le témoin, c'est l'agent du FBI. Donc lorsque Nob demande à Ross de lui trouver un acheteur pour son kilo de cocaïne, c'est tout naturellement que Ross le met en relation avec un modérateur en qui il a extrêmement confiance, Chronic Payne. Chronic Payne donne son adresse directement à Nob pour la livraison, en pensant faire un bon deal, sauf qu'en réalité, il se jette dans la gueule du loup. En janvier 2013, le premier véritable succès de l'affaire pour les flics est enfin établi. Chronic Payne est arrêté. Il est prêt à collaborer directement avec eux. Quand il y a la possibilité d'une peine sérieuse de beaucoup d'années en prison, souvent à travers leurs avocats, ils essayent de négocier un deal avec les procureurs et les services de police fédérales et les juges pour avoir une peine plus légère. Et souvent, il y a des accords entre le accusé et les services pour qu'il y ait comme résultat une peine moins sérieuse en échange pour des informations importantes. Pendant ce temps-là, Nob continue de discuter avec Ross tous les jours par message privé. Il a toujours sa légende de se faire passer pour un membre de cartel, et bien évidemment, Ross ne se doute pas qu'il est en train de parler à l'agent qui rêve d'une seule chose, l'arrêter. Au moment de l'arrestation de Chronic Payne, il y a une espèce d'angoisse qui naît chez Ross Ulbricht. Il voit petit à petit que des utilisateurs se plaignent de voir leur mot de passe changer, des comptes fermés. Et puis, il y a $350 000 en Bitcoin qui disparaissent soudainement de la plateforme. Et ça fait déjà quelques jours que Chronic Payne ne s'est pas connecté. Lorsque Ross fait la connexion entre tout ça dans sa tête, il arrive à la conclusion que Chronic Payne est en train de le voler. Furieux, il décide de se confier à Nob en lui demandant s'il peut s'occuper du problème. Comprendre, bien évidemment, réduire son espérance de vie à 0. Il lui promet $40 000 avant le travail effectué et $40 000 après. Nob, bien évidemment, agent infiltré, saisit sa chance. Il lui fera croire que Chronic Payne est mort avec un petit peu de sauce tomate et une belle photo en 1080p. Et Ross y croit complètement. Il y a un agent de la brigade financière, totalement déconnecté des infiltrés sur le site et du FBI, qui épluche tout ce qui existe sur Internet par rapport à Silk Road. L'enquête, c'est quoi? C'est le voisinage numérique. Le qui, quoi, comment, où, soyons très clairs. C'est j'ai un pseudonyme, qui se cache derrière ce pseudonyme? Après, a-t-il laissé des traces numériques? Il tombe sur une publication de 2011 d'un certain Altoid à la recherche d'un développeur spécialisé en Bitcoin et en blockchain pour sa start-up. Seulement, pour contacter le fameux Altoid et lui donner la réponse à sa question, il suffisait d'envoyer un email à l'adresse email suivante, rossulbrick@gmail.com. Clairement, quelqu'un qui va créer un black market, un Silk Road ou autre, particulier ou professionnel. Il faut clairement se dire qu'on n'est pas fantôme, on n'est pas anonyme. Il y a un jour où on a été le premier clic. Ce premier clic est déjà une trace. Donc si j'ai ouvert une adresse mail avec mon nom, j'ai laissé cette première trace. J'ai beau être le meilleur des pirates informatiques du monde, ça n'existe pas, j'ai laissé cette trace. Et aujourd'hui, avec les outils et les capacités de les remonter, tirer la ficelle, c'est assez simple. Le FBI, quant à lui, de son côté, parvient enfin à identifier l'adresse IP du serveur de Silk Road, qui est hébergé en Islande, à Reykjavik. En obtenant l'adresse IP du serveur de Silk Road, ils arrivent à voir qu'il y a un VPN associé et que Ross, lui, se connecte presque tous les jours depuis San Francisco. Les jeux sont faits, il ne reste plus qu'à miser, à all-in et à espérer toucher le gros lot. Concrètement,
accueillir Ross Ulbricht. Les services d'enquête américains savent enfin qui est Ross Ulbricht. Ils savent aussi où il habite. Ce qu'il leur faut maintenant, c'est l'attraper lorsqu'il est connecté sur sa session d'administrateur de Dread Pirate Roberts pour bâtir un dossier en platine. Le 1er octobre 2013, Ross sort de chez lui. Il décide d'aller dans un café où il a ses habitudes, mais pas de chance, manque de place. Il ira donc à la bibliothèque pour ce jour-là. L'un des agents infiltrés lui envoie un message en lui disant qu'il faut absolument qu'il aille regarder un litige entre deux clients. Au même moment, dans la bibliothèque, un raid turbo-cosmique se prépare sans que Ross n'en ait aucune idée. L'enjeu est de l'arrêter avec sa session ouverte, sans qu'il ne verrouille ou qu'il ne chiffre son ordinateur, une mesure qu'il avait bien évidemment prise en cas d'arrestation soudaine comme celle-ci. Il s'exécute, il se connecte à son compte d'administrateur de Silk Road, et c'est à ce moment-là qu'un couple fait semblant de se disputer dans la bibliothèque. Un autre agent agrippe immédiatement l'ordinateur de Ross et lui arrache des mains. À 15h15, heure de San Francisco, il est arrêté. Sur sa page d'ordinateur, on voit bien la session administrateur de Silk Road. L'opération est une réussite. Souvent, pour choper un cybercriminel ou un criminel ordinaire, c'est compliqué de faire l'arrestation d'une façon où il n'y a pas de danger au public et en même temps où il n'y a pas l'opportunité que les preuves sont détruites. Tristesse dans la communauté, on peut lire sur le site le bon dos du FBI annonçant la fermeture et la saisie de ce site. 7 chefs d'accusation sont retenus contre lui. Ça va du blanchiment d'argent, aux stupéfiants, au crime organisé, et même les faux meurtres que lui avaient mis sur le dos les agents du FBI sont comptés dedans. Parmi les arrestations, le FBI va prendre un malin plaisir à traquer tous les acheteurs et tous les vendeurs qui figuraient dans la base de données qu'ils ont récupérée. D'autres personnages clés de l'enquête seront également arrêtés par la suite. Aussi fou que ça puisse paraître, le fameux Nub, de son vrai nom Carl Force, a été condamné à 6 ans de prison pour avoir volé plus de 1300 bitcoins à Ross Ulbricht. Un autre agent infiltré s'est également fait arrêter. Il s'agit de Sean Bridge. C'est un ex-agent des services secrets et il avait participé à l'enquête depuis le début. C'est rare qu'un agent infiltré bascule, mais ça peut arriver et c'est important de prendre des précautions pour bien choisir quelqu'un pour faire ce genre de boulot. Maintenant, il y a tout un système dans le FBI. Il y a une unité qui a été créée pour protéger psychologiquement les agents qui font les infiltrations. Ross, véritable architecte de cet empire du crime, va connaître une double peine de perpétuité. Une addition extrêmement salée. Les peines de Ross sont des peines qui n'auraient pas pu exister en France parce qu'on a le principe de non-cumul des peines qui va plafonner les sanctions en fonction des différents délits qui vont lui être imposés. Aux États-Unis, on sait qu'il n'y a pas ce non-cumul des peines, ce qui peut expliquer cette sanction qui peut paraître très extrême. Et je pense qu'au vu de l'ampleur du montage de Ross, il y a aussi une volonté d'exemplarité sûrement derrière le juge, derrière cette décision qu'a pris le juge américain. Il faut savoir que Ross, sa peine est complètement folle. D'abord, pourquoi ? Parce qu'elle est très politique. On a quand même quelqu'un qui a ouvert une boutique, qui vendait de la drogue et qui se disait à tout le monde « Venez chez moi, vous risquez strictement rien ». Donc clairement, le politique américain a détesté ça. Hein. Le FBI a clairement été diligenté pour attaquer. Point barre, ils ont mis 3 ans, mais ils l'ont eu. À travers une association intitulée Free Ross, il récolte plus de 340 000 $ pour justement payer les frais de justice de Ross Ulbricht. Il y a plus de 500 000 personnes qui signent la pétition aussi disant que sa peine est trop sévère. Le 9 décembre 2021, une organisation décentralisée qui s'appelle Free Ross DAO a également acheté les NFT de Ross que sa famille avait publiés en vente aux enchères pour lui. En tout, ce sont 2800 Ethers, soit à l'époque 12 millions de $, qui ont été récoltés et qui serviront directement pour la défense de Ross. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il continue à avoir énormément de soutien. Et les gens aussi veulent le soutenir parce que dans son message était de dire voilà, je veux un petit peu plus de liberté. Je veux que les gens puissent faire ce qu'ils veulent sans avoir l'aura d'un gouvernement au-dessus de sa tête. Ça a énervé énormément de monde. Alors, ça continue à plaire à beaucoup de gens qui sont libertaires. Et ça a énervé surtout ceux qui se disaient « Mais nous, on peut rien contrôler parce qu'on veut tout contrôler. » Véritable légende d'Internet, Ross est le pionnier de ce type de marché du Darknet. Mais certaines personnes ne le voient pas comme ça. Certaines personnes le voient pour ce qu'il est, c'est-à-dire un criminel qui a créé un réseau ayant facilité des activités illégales à échelle mondiale. Moi, j'ai du mal à comprendre en tout cas que ce genre de personnes soit mise en avant et mise en valeur
pour ses actes. Et Ross n'est pas un ange non plus, il gagne sur ses transactions, il sait très bien ce qu'il fait, et il le fait en toute illégalité. Alors pour moi, Ross n'est pas un héros. Clairement pas. L'histoire de Ross est extrêmement controversée. Il soulève des questions importantes sur la nature d'Internet, le rôle du gouvernement dans sa réglementation et les limites de la liberté individuelle. Les États-Unis ont passé un message clair à travers sa condamnation pour dissuader tous ceux qui auraient la même idée que lui. Yeah, I want to focus on being more connected to people. Very good. And 20 years. 20 years. I want to have had a substantial positive impact on the future of humanity by that time.